C'est en plein cœur des Vosges que se dresse depuis 1966 Frépertuis, un petit parc d'attractions géré d'une main de fer par la famille Florent qui chaque année accueille plus de 270 000 visiteurs. Nous allons partir à la rencontre de Patrice Florent, directeur du parc, qui nous parlera dans un premier temps de cette tradition familiale et de cette volonté de créer ce parc d'attractions qui a progressivement évolué d'année en année pour devenir aujourd'hui un des lieux les plus touristiques de la région. Nous partirons ensuite à la découverte des coulisses du parc qui, après sa fermeture fin septembre, subit un hivernage conséquent pour permettre d'ouvrir début avril avec de nettes améliorations techniques ou visuelles. La dernière partie de ce reportage sera consacrée à la dernière grosse nouveauté du parc, Golden Driller, une tour de chute libre de 66 mètres de hauteur qui est née l'année dernière après plus de 3 ans de réflexion et de développement du projet. C'est un parc qui a été créé en 1966 par mes parents et la gestion est maintenant avec mes 3 sœurs et moi-même où chacun a son domaine d'activité. C'est un parc qui à l'origine a été créé donc avec une pêche à la truite où les gens pêchaient la truite. Mon père qui était un grand passionné de la bande dessinée et entre autres de Lucky Luke a commencé à fabriquer des petites maisons western, fort Apache, banque, prison. Les enfants pouvaient jouer avec le premier petit train qui a été fait maison avec un moteur de 2 chevaux qui faisait 400 mètres. On avait des poneys, voilà, c'était tout un petit village western. C'est comme ça qu'est né le thème du parc, qui était le western. Et puis il est venu se greffer surtout une grosse plaine de jeux avec la mine d'or qui a été refaite l'année dernière, mais qui est derrière moi, et qui était un petit train qui allait dans des galeries pour que tout ça évolue tranquillement. Donc depuis 1966, les visiteurs venaient gratuitement dans le parc et payaient simplement les manèges au ticket. Et il y avait donc un jeu de quilles, pouvait pêcher la truite, la manger dans un restaurant du parc, puisque c'était ma mère qui cuisinait. Et en 88, donc on a pris une autre orientation, c'est-à-dire de devenir un peu comme un parc d'attractions avec un droit d'entrée, mettre un peu de manège à l'intérieur, puisqu'on a commencé doucement avec quelques manèges, dont le premier Grand 8 qui s'appelait le TGV à l'époque, qui est maintenant parti dans un autre parc en France, et qui a permis d'avoir un droit d'entrée et de laisser aux visiteurs le libre accès à tout. Donc depuis 88, le parc a continué d'évoluer en mettant quasiment chaque année une attraction plus ou moins importante. À peu près, je crois que depuis 88, à part 2-3 années où il n'y a pas eu d'attraction, chaque année on proposait quelque chose à nos visiteurs. Et mes 3 sœurs participent aussi au fonctionnement du parc, puisque j'en ai une, la grande, qui est responsable de la communication et du recrutement du personnel saisonnier, puisque le parc emploie 460 saisonniers chaque année. Nous sommes 17 salariés à temps plein, entre la mécanique, plus l'administratif, jardinier et menuisier. Et j'ai la seconde qui s'occupe, elle, de tout ce qui est restauration. Le parc compte 4 restaurants plus des snackings. Et la dernière qui s'occupe, elle, de tout ce qui est boutique dans le parc. Le parc compte 3 boutiques plus tous des stands de jeux d'adresse. Donc ça, c'est la dernière qui s'en occupe, c'est la plus jeune. En 2017, le parc a accueilli 270 000 visiteurs, ce qui est un bon chiffre parce que pour nous, nous sommes quand même un parc relativement régional. Notre clientèle, notre zone de chalandise, si vous prenez un compas, vous faites un trait à entre 1h et 1h30 de voiture, vous avez déjà 60% de nos visiteurs. Ce chiffre est en progression chaque année. Alors, cette année, il est un peu plus difficile parce qu'on a eu une météo, disons, un peu plus difficile. On est très lié à la météo, un peu plus capricieuse pour la période juillet-août, ce qui a permis de faire la même saison que l'année dernière. On aurait pu s'attendre un peu plus parce qu'il y avait eu un gros investissement. Cette progression, elle est quand même liée toujours à des investissements qui ont permis au parc de passer des paliers de nombre de visiteurs. Par exemple, quand on a commencé donc, en 88 avec le premier petit Grand 8, petit coaster qui y était, on a passé les 50 000 visiteurs. Là, nous espérions aller frôler avec les 300 000 avec Golden Driller, puisque c'était un investissement important.
la première semaine de fermeture, il faut déjà protéger tout ce qui est décor, qui est assez fragile, tout ce qui est banc, table. Les bassins sont vidés, passés au Karcher, nettoyés bien sûr, parce que y a toute une saison qui a été, que ce soit le Flume, le Pirate Attack. Donc on est une équipe de 10 sur l'extérieur du parc, entre les jardiniers, les mécanos. Il y a vraiment beaucoup de travaux, déjà de maintenance, d'hivernage, de mise en orgel, de tout ce qui peut craindre. Les végétaux vont être rentrés dans des bâtiments qui eux seront chauffés. Je mets en orgel aussi tout ce qui est coffre électrique, bâtiment et tout. Donc tout ça passe par des petits convecteurs, des petits radiateurs. Et en parallèle, on fait aussi des aménagements. Après, effectivement, il y a les travaux d'hiver qui, eux, sont réalisés suite à l'investissement qu'on a pu faire l'année-là. Comme là, on est dans les taureaux sauvages, donc c'était il y a 2 ans. On a repris une petite partie de surface, on a orienté la cavalerie autrement. Alors tout ça c'était dans un but bien précis puisque Golden Driller était prévu pour l'année suivante et donc on préparait l'accès à Golden Driller plus facilement. Dès la fin de saison en 2016, nous avons tout de suite rapidement attaqué cette partie de travaux. Mais bon, une grosse partie de ces travaux a été faite aussi par des entreprises extérieures, des entreprises du département. Donc après, ça a été des boîtes de terrassement. Donc il y a le suivi de chantier qui a été fait par nous, mais autrement, une grosse partie, ça a été fait par des entreprises extérieures. Donc pour la partie hivernage, nous l'année dernière, on continuait toujours nos travaux d'hivernage, mais effectivement, il y a des années plus importantes. Et Golden Driller en était l'exemple, puisqu'en plus il y avait le rocher de la mine d'or, donc il y avait un très très gros chantier qui était en route. C'est quand même quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Ça nécessite déjà une vraie étude de faisabilité par rapport aussi au coût, puisque c'est un gros investissement. D'autant plus qu'il était lié au rocher de la mine d'or qui était aussi un gros investissement. C'est quelque chose qui avait démarré déjà en 2013 où là on a eu les premiers contacts avec Intamin. Sur ce projet, c'était une longue négociation avec nos partenaires financiers puisqu'il y a un montage qui fait qu'on est sur un budget total de plus de 7 millions d'euros avec la mine d'or. Après il y a les négociations avec le constructeur. Avec des gens comme Intamin, c'est assez facile puisque eux étant les seuls dans ce domaine et puis il n'y a pas réellement à discuter les trucs, simplement que nous on voulait l'exception avec la position debout puisqu'elle n'existait qu'en Angleterre. J'avais envoyé une équipe dont mes neveux et mon fils en 2013 pour aller tester. Et donc la position debout n'existait qu'à Drayton Manor sur une tour qui fait 55 mètres de hauteur. Donc c'était une deuxième. Et puis tout se met en route après la signature du contrat, puisque il y a tout ce qui va avec les études de sol, les études de vent pour la réalisation cette fois. Mais ça se prépare bien avant, puisque des choses comme le transformateur électrique, j'ai été obligé de mettre une deuxième alimentation électrique. Ça c'est quasiment 1 an entre le moment où on déclenche des gens comme RDF, l'étude, la faisabilité, le coût, enfin bref, tout ça prend du temps, donc il ne faut pas perdre de temps ça peut paraître des détails, mais c'est très important de bien ficeler ça, aussi avec les organismes de contrôle comme le TÜV pour la vérification lors de la fabrication, la validation des plans d'Intamin, tout ça doit être fait. Après, il y a toute la scénographie que vous devez penser, qu'on a dû penser pour la tour, à savoir le nom de l'attraction. Voilà, pourquoi Golden Driller et pourquoi pas Tour de chute, le Derrick, quel thème, le pétrole, pourquoi le pétrole, oui, parce qu'on est né avec une maquette où on trouvait que c'était assez drôle à côté de la mine d'or. En plus c'était un thème qui s'y prêtait relativement bien. Recherche du nom,
la recherche d'un logo, d'une musique. On a travaillé avec Imascore, qui est quelqu'un qui a déjà un passé dans le monde des parcs et qui a une expérience. On a travaillé avec des gens comme Roberts pour tout ce qui est luminaire, parce que ça a été fait bien spécifique avec les fichiers de Golden Driller. Ce sont des choses comme ça. Donc effectivement, c'est une grosse préparation. C'est aussi beaucoup de recherche pour essayer de pousser. Plus là, en l'occurrence, avec Golden Driller, il y a eu la création de cette statue qui est assez drôle, puisque l'histoire veut que le nom correspond à une statue qui est dans l'Oklahoma, à Tulsa, et qui est la 4e plus haute statue des États-Unis, qui représentait un foreur d'or, donc lors d'une exposition de pétrole. Et donc nous on a refait la reproduction ici au sein du parc, devant l'attraction, 7 mètres, ce qui a créé une belle histoire, puisque ça nous a permis d'avoir une délégation de Tulsa, et eux ils sont très fiers. On est passé souvent dans les médias là-bas locaux.